Bonjour, l'association Mamana est heureuse de recevoir aujourd'hui M. Zika Wazika, professeur de philosophie, pour parler de son dernier livre « Congo-Brazzaville, quelle démocratie pour demain ?» publié aux éditions ICES. Précisons que M. Zika Wazika est congolais. Monsieur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous donner l'occasion de parler du continent africain et plus précisément de l'actualité congolaise. Alors, le référendum constitutionnel du 25 octobre, adopté à plus de 90%, autorise le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, à briguer un nouveau mandat en 2016. Dans votre ouvrage, Congo-Brazzaville, quelle démocratie pour demain, paru en août 2015, vous faites un constat accablant de la situation économique et politique du pays. Pensez-vous, comme l'écrivain Alain Mabankou, que le président doit favoriser une transition vers une nouvelle génération? Mais pensez-vous aussi, comme Alain Mabankou, que l'opposition doit se réformer puisque, et là je cite, elle ne sait pas ce qu'elle veut, puisqu'elle vit aux dépens du gouvernement et donc que sa parole n'est pas forcément légitime. Merci de m'avoir invité et merci à l'association Mamana de s'intéresser à ce qui se passe au Congo. Effectivement, l'actualité aujourd'hui au Congo, c'est le référendum, la réélection du président au pouvoir, Denis Sassou Nguesso. Alors, et quant à savoir si le président doit favoriser une transition, le problème est pour moi est celui de savoir si précisément la démocratie consiste à s'en remettre à un homme de qui on attend qu'il guide le pays, etc., qu'il soit comme le timonier, le père de la nation, etc. Moi, je crois que la démocratie, c'est, dans son principe, la démocratie, c'est ni Dieu ni maître. Alors, si c'est ni Dieu ni maître, la démocratie, il faut peut-être, effectivement, remettre au centre le peuple, autrement dit, faire de sorte que, et non pas qu'un homme décide, qu'un homme soit une référence, qu'on s'en réfère à quelqu'un pour pouvoir diriger, gérer le pays, parce que le plus important, ce n'est pas tant le politique, le plus important pour moi, c'est quand même le social. La démocratie, c'est le fait de mettre au cœur de la gestion politique les problèmes sociaux, les problèmes économiques, enfin les problèmes que rencontrent les gens tous les jours. Donc, sans référer au président, il est là depuis très longtemps. Moi, je ne sais pas dans quelle mesure il est capable de faire évoluer notre société. Moi, je crois que seuls les peuples et les populations elles-mêmes, qu'on leur donne les moyens de se prendre en charge, qu'ils paient des impôts, qu'ils les gèrent eux-mêmes, etc. Voilà, je crois que c'est dans ce sens-là, plutôt que dans l'attente d'une solution miracle qui viendrait d'un homme. Donc la référence à un homme, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît éloigné de ce qu'est la démocratie. Mais il existe une opposition au Congo, représentée par différents partis politiques, que vous citez d'ailleurs dans votre livre. Et vous relevez quand même que cette opposition ne fait pas un travail très constructif. Est-ce que vous pouvez préciser vos remarques? Alors, pour moi, le problème de l'opposition, c'est qu'elle se réveille quand il y a une élection présidentielle. Elle se réveille quand il y a l'occasion d'un rendez-vous politique. Pour moi, une opposition, même si elle n'est pas au pouvoir, elle doit travailler sur le long terme. Et comment travailler sur le long terme quand on a affaire à une multitude de partis qui précisément n'ont pas de solidité, n'ont pas d'assises et ne se réveillent qu'au moment de ces élections. Donc l'opposition, elle est diverse, elle est éparpillée, autant dire les oppositions plutôt que l'opposition. Alors là on parle de l'opposition parce qu'effectivement il y a une unité négative. J'entends par unité négative, c'est-à-dire que toute l'opposition a un rejet du président actuel, mais cette unité qui est purement négative ne peut pas permettre une construction quelconque. On ne construit rien à partir d'une attitude de ce genre.
pour moi, un travail se fait à long terme et non pas à l'occasion d'une élection. Moi, j'aimerais revenir sur le ni Dieu ni maître. Il me semblait que ce n'était pas le principe de la démocratie, c'était celui de l'anarchie. Alors, et quand je dis la démocratie ni Dieu ni maître, ça veut dire par là que, et d'abord, alors, en France, on voit bien, hein, on a guillotiné le roi pour indiquer le sens du nouveau régime fondé sur les droits de l'homme. Hein, donc, ni Dieu, c'est l'idée que le peuple accepte de se gouverner lui-même. Hein, en ce sens, bien sûr, hein, il y a une responsabilité du citoyen, il y a une responsabilité de tous. Hein, on ne suit pas sa responsabilité. Ce qui arrive est le fait même des populations. Et ni Dieu ni maître, c'est aussi ce qui se traduit justement par le fait que en démocratie, hein, dans une élection, hein, un homme c'est une voix. Hein, quelle que soit la situation sociale, quelle que soit la situation économique hein, du citoyen, il y a une égalité. Hein, voilà, il y a au moins cette idée hein, dans ni Dieu ni maître que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. Donc c'est ça surtout que j'aimerais mettre en avant et qui ne semble pas être pris en compte justement dans la manière de traiter la politique chez nous. Donc le problème, c'est le président, presque quel qu'il soit. Alors, le problème, ce n'est pas le président, le problème, c'est le présidentialisme. Alors, le présidentialisme, qu'est-ce que c'est? Parlons-en, puisque précisément, j'entends par présidentialiste et le fait de réduire justement la démocratie hein, à une élection hein, présidentielle en l'occurrence, et que le président soit doté de tous les pouvoirs. Et une fois qu'il a tous les pouvoirs, bien sûr, on s'en remet à lui, hein, ça devient un dieu, un maître. Alors, donc, en fait, le problème pour moi, ce n'est pas le président, mais le présidentialisme, c'est-à-dire l'idée de réduire la démocratie à ses droits politiques, c'est-à-dire le fait de ne voir dans la démocratie que l'alternance politique, que le multipartisme, que la possibilité justement de pouvoir s'exprimer librement, etc. Ce sont bien sûr des droits importants dans la démocratie, mais réduire la démocratie à cela, c'est justement, une fois de plus, renoncer hein, à ce qu'est la responsabilité du citoyen, hein, qui consiste justement de s'en remettre à un homme. Une fois qu'on a élu un homme, voilà quoi, c'est à lui de faire le reste. Voilà, je crois que c'est le fait de renoncer hein, à ses obligations, c'est une manière de renoncer à ses obligations et de s'en remettre précisément à quelqu'un. Donc ce n'est pas le fait qu'il y ait un président, c'est le fait que le présidentialisme fait du président précisément un hyper-président. Hein, quelqu'un qui, une fois élu, ne laisse plus en quelque sorte la population gérer ses affaires. Hein, voilà donc en quoi ça me gêne moi. Autrement dit, pour moi, le présidentialisme, qu'est-ce que c'est? Le présidentialisme, c'est une infantilisation du citoyen. Hein, on infantilise le citoyen, on en fait un mineur qui a besoin justement des soins d'un adulte pour s'occuper de lui. Hein, alors que la démocratie, c'est justement, comme je disais tout à l'heure, la responsabilité du citoyen. C'est le citoyen qui prend en main son propre destin. Alors, dans ce sens, justement, et moi j'accuse les démocrates congolais de saper notre démocratie. Hein, alors qu'ils croient servir la démocratie, hein, nos démocrates, justement, la vident de sa substance. Hein, ils la vident de tout son sens. Parce que, justement, ils réduisent les luttes politiques à ce que j'appellerais une titanomachie. Hein, c'est-à-dire une guerre des titans. Hein, quand je vais sur Internet, les titres que je vois, c'est Okombi donnerait-il des frissons à Sassou, Sassou le tombeur de l'Issouba, Mathias Nzan, le départ de Sassou n'est pas négociable, l'affaire Sassou contre Nsourou, etc., etc. Voilà ce que je vois, moi. Hein, et précisément, j'ai l'impression qu'en guise de démocratie, avec justement le fait de mettre en avant le présidentialisme, j'ai l'impression que l'opposition justement congolaise recherche plutôt un turnover des dirigeants. Il faut que celui qui est là s'en aille pour laisser la place à d'autres, et ainsi de suite.
Alors ce n'est pas cela la démocratie. En tout cas, tout se passe comme si les démocrates congolais ne recherchaient en guise de démocratie et qu'une passation de pouvoir, qu'une alternance politique. Tant que le tyran qui est là et de la région, ça va bien, ensuite, les autres attendent, ils attendent qu'il cède sa place, le moment venu. Donc voilà, pour moi, vraiment, la démocratie se fourvoie en s'en remettant au présidentialisme. Qu'en est-il du citoyen congolais, du citoyen lambda? Moi, j'aimerais que vous nous parliez du citoyen congolais, à la ville, à la campagne. Qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il veut? Alors, mais justement, avec le présidentialisme, on en vient à une dévitalisation des populations. On ne fait pas appel à leur énergie créatrice. Et en ce sens, justement, s'agissant de l'école, je crois que c'est un devoir, et pour la démocratie, c'est peut-être même le premier devoir, un droit fondamental en tout cas pour le citoyen que d'être éduqué, en ce sens que précisément la prise de responsabilité par la population suppose au départ qu'il y ait effectivement une bonne éducation, puisqu'il s'agit de faire des contraires, pour ne pas dire des contradictoires. C'est-à-dire comment justement les desiderata des uns et des autres qui peuvent parfois être incompatibles, comment les faire aller ensemble. Et ça, je crois que ça demande une bonne prise de conscience, et donc là, l'éducation joue son rôle. Comment faire avancer une démocratie quand le citoyen n'est pas bien éduqué? Autrement dit, quand le citoyen n'a pas le souci de prendre en compte ce que dit aussi l'autre, quand le citoyen n'a pas le souci justement de la discussion et de la compréhension de l'autre. Surtout dans nos pays où les passions politiques frisent avec le tribalisme et l'ethnocentrisme, etc. En ce sens, l'éducation, effectivement, elle est au cœur de la démocratie, parce qu'une cité bien gouvernée, c'est d'abord une cité où les citoyens sont bien éduqués. Et quand j'entends bien éduqué, ça veut dire par là où le citoyen sait faire confiance en sa raison, où le citoyen apprend à juger par lui-même. Et ça c'est l'école qui nous le donne. Parce que sinon, effectivement, on est plus dans la passion, on est plus dans le sentiment tribal, ethnique, etc., dans le repli identitaire. Même si, précisément, le sentiment tribal, on en parlera peut-être tout à l'heure, a quelque chose de positif, en ce sens qui traduit un attachement à son pays, mais je crois que quand ça peut devenir nocif, il faut là, et c'est comme ça que la démocratie tempère, par justement la formation du jugement. Former le jugement du citoyen pour qu'il ne puisse pas se livrer, et en tout cas qu'il ne puisse pas être dépassé par les passions politiques. Et alors, donc pour revenir au présidentialisme que vous dénoncez, qu'est-ce que vous proposez? Moins de pouvoir au président? Alors, et effectivement, pour en finir avec le présidentialisme, il faut, je crois, une mise à plat d'abord de la Constitution, dégonfler le présidentialisme en réduisant constitutionnellement les pouvoirs du président, donc réduire ses nombreuses prérogatives légales. Son seul vrai rôle doit être de garantir l'unité nationale et le rapprochement des populations. D'ailleurs, dans tous les pays, ceux qui l'ont compris en tout cas, où l'unité nationale pose problème, la plus haute personnalité est plutôt une autorité morale. En Belgique, le roi qui est là a cette autorité morale. En Italie, le président de la République a une autorité morale. Ce sont des autorités justement qui servent de recours en cas de menace et de l'unité nationale. Quand l'unité nationale est mise à mal, ce sont justement ces figures qui interviennent pour pouvoir maintenir la bonne marche de la société. Donc, en ce sens, on pourrait dire que la transition, par exemple, démocratique au Congo et notre expérience démocratique
C'est une expérience qui a fait beaucoup de mal parce que précisément, et on a fait du président, comme je disais tout à l'heure, un messie, et du coup, précisément, et au lieu d'être cette référence morale, il est quelqu'un qui est tellement doté de pouvoir omnipotent qu'il en abuse, qu'il abuse du pouvoir qui lui revient. Et dégonfler le présidentialisme, c'est se donner les chances, justement, de travailler en profondeur au sein de la société. Avec une autorité morale, de toute façon, au sommet de l'État, le système politique ne sera plus en panne de médiateur, comme il nous arrive souvent d'être en panne de médiateur et de recourir à l'Église, ou de recourir à l'Église pour pouvoir trancher dans les moments difficiles. Je crois que un président avec représentant essentiellement une autorité morale, je crois que ça serait bien. Mais pour aller plus loin, à propos justement de la manière d'en finir avec le présidentialisme, je crois que c'est le système qu'il faut changer. Quand je parle de présidentialisme, le présidentialisme n'est que l'icône d'un système. Il représente un système et c'est ce système qu'il faut changer. Et changer le système, ça veut dire, bien sûr, une mise à plat de la Constitution pour la rendre et pour en faire la Constitution d'une démocratie participative, d'une démocratie et non pas représentative, mais une démocratie justement qui sollicite le consensus et qui fait participer les populations. Une réurbanisation de l'armée, chez nous, c'est quelque chose qui s'impose, parce qu'elle est gangrénée par une idéologie tribale. Instaurer un conseil, par exemple, supérieur de la presse, parce que chez nous, les journalistes laissent aller aussi aux passions politiques, qui fait qu'on se retrouve dans des situations comme celle du Rwanda, avec la radio Mille Collines, où précisément chaque journaliste il va de son couplet en fonction de ses tendances politiques, et établir bien sûr, ou en tout cas établir une séparation et un équilibre des pouvoirs. Voilà, autant de choses justement qui devraient contribuer à déprésidentialiser en quelque sorte le système. Justement, le Congo est un pays riche, notamment l'hydrocarbure. Vous parlez très peu de ces multinationales qui ont malgré tout intérêt à avoir à leur service un président fort qui tient sa population et qui ne s'embarrasse pas trop de démocratie. Oui, alors, le problème de la richesse du pays me semble conduire à un réductionnisme. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que c'est avec les matières premières, la vente des matières premières, qu'on s'en sortira. J'ai l'impression que partout les pays ont connu un progrès économique et par la suite politique. C'est un pays où on a compris que l'essentiel de la richesse du pays venait du travail. Autrement dit, exporter des matières premières ou vendre des matières premières qu'on a sans valeur ajoutée, ça n'apportera pas du travail à... Non, mais en attendant, c'est plus de 60% du budget de l'État. Alors, mais c'est ça le hic. Vous fondez tout un budget sur la vente des matières premières. Et bien sûr, quand le prix du pétrole baisse, voilà quoi. Je crois que c'est le problème des économies africaines en général, qui sont des économies de rente. Où on a des matières premières et on se contente de les vendre et de dépendre justement du cours de ces matières premières, au lieu de penser à la valeur ajoutée. Dans des pays comme la Nouvelle-Calédonie, on parle de la politique nickel qui consiste justement à transformer le nickel sur place. Il y a la Nouvelle-Calédonie, mais tous les pays finalement d'Asie en compris, ou du Pacifique. En Indonésie, c'est interdit d'exporter les matières premières, il faut les transformer sur place. Et ça apporte de la valeur ajoutée, ça donne du travail, etc.
Parce que ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a exporté le pétrole et qu'il nous revient et transformé, bien sûr, il est beaucoup plus cher et on a le niveau de vie et les populations ne leur permet pas justement de faire face après au coût de ces produits. Moi, je crois que c'est un mythe. Il faudrait qu'on sorte de cette idée que, parce qu'on a des matières premières, on est riche. On voit très bien que les pays qui ne comptent que sur leur richesse minière, notamment, même en Europe, et puis qui dans toute l'économie, l'essentiel de l'économie est basé sur les matières premières. La Russie, par exemple, ce sont des pays qui sont en difficulté. Non, à mon avis, il faut changer de cap. Il faut comprendre que la vraie richesse vient du travail et donc de la transformation qu'on peut faire de ces matières premières. Bon, bien sûr, le problème chez nous du pétrole, c'est que, effectivement, ça nous rend dépendants des grandes puissances qui viennent faire la loi, qui viennent justement exploiter le pétrole et qui, à ce titre-là, tiennent nos gouvernants sous tutelle, puisque, précisément, comme on dépend des matières premières, vous avez intérêt à pouvoir satisfaire ceux qui viennent les exploiter. D'accord. Donc vous parlez, pour revenir au président, d'une autorité morale. Vous avez cité le roi des Belges, et ce ne sont pas des gens qui sont pas le roi des Belges n'est pas élu. Une autorité morale, ça ne s'élit pas, ça s'impose. Alors, le problème, je parlais du roi des Belges, mais oui, mais il y a d'autres. D'ailleurs, il y a le président italien, lui, il est élu, etc. Mais je crois que l'autorité morale, ce n'est pas une autorité spontanée, c'est une autorité qui peut aussi, et je crois que c'est ça l'intérêt de la démocratie. L'intérêt de la démocratie, qu'elle est fondée sur le contrat. Elle n'est pas fondée sur l'attitude et les aptitudes, pourrait-on dire, de telle ou telle personne. La démocratie est fondée sur le contrat, en ce sens qu'il s'agit d'obéir de façon formelle à quelque chose qui relève du droit. Être capable de jouer un rôle dans le cadre tracé par la loi. Au-delà de l'autorité morale qui peut dépendre justement de la personnalité des individus, il y a une personnalité morale qui tient justement au formalisme même juridique, qui fait que le président de la République, s'il veut être une autorité morale, il le sera par rapport au respect qu'il peut avoir des règles qui lui sont imposées et des règles qu'il doit faire respecter. Ce n'est pas tant par rapport à son ressenti, ce n'est pas tant par rapport à sa personne en tant que telle, mais dans sa capacité à respecter le droit tel qu'il doit être, tel qu'il est dit, en quelque sorte. Donc une autorité morale qui ne tiendrait pas à la personnalité, mais qui tiendrait à la capacité, justement, et de se plier à des règles et de les faire respecter. D'accord. Donc là, vous parlez d'un président qui devrait renoncer à certaines prérogatives avec une nouvelle constitution. Au début de l'entretien, vous avez parlé de l'opposition. Est-ce que vous pensez que l'opposition est actuellement capable de présenter une personnalité qui renoncerait à une bonne partie des prérogatives? Mais justement, il ne s'agit pas de savoir si le président renonce ou pas. La Constitution ne prévoit pas, ne doit pas prévoir qu'il y ait quelqu'un qui ait tant de prérogatives. Oui, mais est-ce que quelqu'un peut la changer, cette Constitution, dans le sens dans lequel vous parlez? Est-ce que vous voyez quelqu'un, ou un parti, ou une organisation? Parce que vous nous avez présenté l'opposition comme étant juste avide de pouvoir, enfin les oppositions comme étant avides de pouvoir, donc vous croyez que ces oppositions-là vont proposer une baisse des prérogatives du président? Alors, et le travail qui est le mien, si précisément, et je ne me perds pas dans des propositions concrètes, alléchantes, qui promettraient, comme on dit, et dans le vocabulaire politique congolais, qui promettraient une petite Suisse, et qui promettrait de faire du Congo une petite Suisse, c'est précisément que je m'engage dans un travail qui est plus difficile, qui est celui de s'adresser à la conscience du citoyen.
qu'un homme veuille une chose, ça ne suffit pas pour que, et justement, tout le pays suive. Il faut vraiment que la conscience des citoyens soit à ce niveau-là sollicitée. Et je crois que c'est avec le consentement de tous. Qu'un seul, il n'y a pas, je ne crois pas à une divinité, à un homme providentiel, qui justement, que ce soit dans l'opposition ou non, qui interviendrait pour pouvoir changer les choses. Je crois que c'est vraiment un accord général, donc m'adresser aux consciences, former la conscience citoyenne, voilà le seul moyen qui pourrait faire que le présidentialisme disparaît chez nous. Ce n'est pas un homme, parce qu'il ne suffit pas qu'un homme le sente vraiment en lui-même, qu'il le réalise même, qu'il renonce, admettons même que le président qui est là renonce à une bonne partie de ses prérogatives, c'est arrivé d'ailleurs pendant la transition au Congo, pendant la transition pour la démocratie, on a eu une période où justement le président actuel, c'était déjà lui, avait des prérogatives bien réduites, et il avait perdu par exemple l'autorité sur l'armée. C'était le Premier ministre qui avait toutes ses fonctions, mais il n'en demeure pas moins qu'après, quand nous sommes rentrés dans la démocratie, précisément, on est retombé dans le travers du présidentialisme. Donc vraiment que ça vienne d'un homme, c'est pas suffisant. Il faudrait que ça soit porté par la conscience nationale. Mais cette conscience, excusez-moi de vous interrompre, cette conscience du citoyen, c'est beau en fait, votre idée, un citoyen responsable, un citoyen conscient, c'est une belle idée, mais le quotidien des gens, de quoi est-il fait au Congo aujourd'hui en 2015? De quoi est-il fait? Les gens mangent-ils suffisamment? Les gens ont-ils un niveau de vie élevé, confortable? Voilà, conscience, ça s'élabore à partir du moment où on a de quoi vivre, tout simplement. Très belle question, parce que effectivement, le Congo est un pays pauvre, au sens, et non pas qu'on n'a pas de matière première, mais au sens du quotidien des populations. C'est une société vraiment duale, où on a d'un côté une petite classe de riches, généralement qui vit de la politique, très peu il n'y a pas d'élite industrielle, pour ainsi dire, et à côté, bien sûr, et les populations, notamment les paysans, sont abandonnés à eux-mêmes. Ce sont des populations enclavées qui, justement, ont un peu de contact avec la ville, où il y a les hôpitaux, où ils peuvent se faire soigner, etc., où ils peuvent faire prendre en charge, en tout cas, la santé. Donc, il y a vraiment, c'est le propre de nos pays, où précisément l'absence d'une prise en compte du destin commun fait que les populations sont livrées à elles-mêmes. Il n'y a pas un système qui pourrait faire de sorte que, par exemple au niveau de la santé, ils puissent se soigner et organiser une solidarité nationale. Donc effectivement, le quotidien est très difficile. Très difficile, en ce sens que il n'est pas évident chaque fois d'avoir de l'eau, d'avoir l'électricité, des coupures d'eau qui sont fréquentes, des coupures d'électricité qui sont fréquentes, etc. etc. Et bien sûr, avec ces guerres qui nous frappent régulièrement, l'économie est à plat, quoi. Les gens ne viennent pas investir dans un pays où il y a l'insécurité. Ça, c'est évident. Bon, maintenant, est-ce que ça empêche de prendre conscience et que précisément il faut envisager des voies et moyens pour pouvoir sortir justement de ces difficultés? Moi, je crois que c'est le pari qu'il faut mener, parce que sinon, l'expérience qu'on a depuis l'indépendance, c'est que le pouvoir est remis à un président qui est doté de tous les pouvoirs
par la suite, bien sûr, ça dégénère, quoi. Donc pour ne pas tomber dans un retour du même au même, on en a fait l'expérience, je crois qu'il faut faire un autre pari. Et donc vous faites le pari de la refondation des partis. Alors, ça fait partie des propositions des solutions que vous proposeriez? Alors, la refondation des partis, je crois que c'est vraiment fondamental, parce que nous n'avons pas de partis à caractère national. Les différents partis sont liés à telle ou telle région, à telle ou telle tribu même, on pourrait dire, et pour sortir de cette logique, moi je pense qu'il faut pouvoir favoriser l'émergence de nouveaux partis, autrement dit, rompre avec la logique qui est celle du système politique actuel, pour rentrer dans une logique qui ferait que, et d'abord, les partis pourront travailler à long terme, parce que les partis à caractère national, c'est des partis où justement, on n'a pas à craindre l'éviction du pouvoir parce qu'on appartient à telle ou telle tribu. C'est des partis qui pourraient justement, qui devraient, ça c'est le sens en tout cas que je donne à cette refondation des partis, c'est qu'un parti national doit avoir au moins un élu dans chaque région, doit avoir au moins 10% d'électeurs dans chacune de ces régions, et ainsi favoriser la coopération entre les élites, au lieu d'être cloisonné entre élites ethniques, favoriser justement la discussion entre eux, favoriser la collaboration entre eux, la solidarité entre eux, au point que ces partis qui seraient cette fois-ci fondés non pas sur l'appartenance ethnique, puissent précisément travailler à long terme, et pouvoir, même quand ils ne sont pas au pouvoir, ils peuvent, parce que l'alternance leur assure de revenir au pouvoir, ils peuvent continuer même dans l'opposition à travailler sur la transformation de la société, plutôt que d'être simplement des feux d'artifice, d'avoir des présidents feux d'artifice qui arrivent là, et le temps de son mandat, essayer de s'accrocher, de réussir, etc. Mais tout ça sans avoir fait un travail de fond. Parce que précisément, tout se résume à l'élection présidentielle, comme je le disais tout à l'heure. Donc faire de sorte que les partis puissent travailler dans la sérénité, et donc à long terme, en n'ayant pas simplement en tête le fait que si on appartient à telle ethnie et qu'on a le pouvoir, autant le garder le plus longtemps possible, etc. Sortir de ces préoccupations-là pour vraiment travailler en profondeur sur les vraies questions sociales, pour les vraies questions, les questions économiques. Et ça, vraiment, il n'y a que des partis à caractère national qui peuvent le faire. Donc, refondation des partis et également la décentralisation que vous proposez comme solution à tous ces problèmes. Alors, la décentralisation, c'est quelque chose d'important pour moi, quelque chose de très important dans ce sens qu'il faut précisément faire de sorte que notre démocratie soit une démocratie participative, soit une démocratie non plus déléguée, mais une démocratie précisément qui soit une démocratie locale, une démocratie où les individus n'ont pas à s'en remettre à quelqu'un d'autre, où ils peuvent gérer justement leurs impôts, où ils peuvent gérer les problèmes quotidiens qui les concernent, au lieu de s'en référer pour n'importe quoi, pour la gestion des ordures ménagères, pour l'adduction d'eau, etc., pure électricité, au lieu de s'en référer sans cesse au président de la République. Là, je crois que vraiment c'est fondamental, et ça participerait de ce que j'appelle justement le changement de système. Faire de sorte que les gens, pour l'essentiel, puissent œuvrer au problème du quotidien. Pendant que la classe politique s'étripe pour arriver à un poste de président, les populations, pendant ce temps, la vie ne s'arrête pas. Les problèmes quotidiens sont gérés, etc. etc. Il ne faudrait pas que toute la vie soit suspendue à une élection et à un homme. Donc voilà pourquoi... Oui, tout à fait, mais alors on s'organise à quel niveau? Au niveau du village, au niveau du quartier, au niveau
de la tribu, de la région, de l'ethnie, de ce quotidien est géré à quel niveau? Alors, quelle est l'unité de gestion, si on peut dire? Le Congo a une division administrative qui est nette. Il y a les districts, il y a les régions, il y a les communes. Donc, comment justement donner à ces divisions administratives une relative autonomie, voilà. Faire de sorte que les régions qui existent et les communes qui existent, etc. Il faut savoir qu'au Congo, il y a par exemple des élections locales qui ont lieu, des élections municipales, etc. Avec cette subtilité et que quand il y a un conseil municipal qui est élu, ce conseil municipal n'a pas le droit de se doter d'un maire, par exemple. Le maire, lui, il est imposé par le président de la République. Vous voyez? Donc, il faut faire sauter ce verrou. Autrement dit, les mécanismes existent déjà, les mécanismes sont là. Comment les rendre efficients, comment les libérer, simplement, pour que l'énergie créatrice des masses puisse se développer. Et qu'est-ce qui vous fait penser que ce sont ces élections locales ne permettraient, ne favoriseraient pas l'émergence de potentiels locaux? Pourquoi faire plus confiance dans, par exemple, je sais pas, un chef de région plutôt qu'un président? Je crois que là aussi, il faut faire attention. Au niveau des régions et de la démocratie locale, ne pas reproduire effectivement l'erreur du présidentialisme qui consisterait à déléguer à un homme tous les pouvoirs. Je crois que la proximité a cet avantage de pouvoir permettre aux populations de contrôler celui qui est au-dessus, en tout cas, et de le sanctionner très, très, très facilement quand ça ne va pas. Je crois que c'est là l'avantage, la proximité qui fait que chacun, je crois que c'est aussi ça qui rend les gens irresponsables, quand ils ne se sentent pas impliqués. Or, une population au niveau local qui paie ses impôts et qui doit les gérer, je crois qu'elle est attentive. Justement, quand ce n'est pas de l'argent qui vient du pétrole, des matières premières vendues ça et là, on se sent un peu à distance. Mais quand l'argent que vous avez travaillé, les impôts que vous payez, et sont gérés directement par la municipalité, etc., vous avez peut-être... vous êtes peut-être plus vigilant. Et je crois que c'est à ce niveau-là. Moi, je table sur le fait que, précisément, la proximité fait qu'on peut facilement regarder, voir ce qui se passe, etc. Et pouvoir sanctionner le moment venu, faire jouer justement et tout ce que prévoit la loi, parce qu'il ne s'agit pas justement de faire un chèque en blanc, il s'agit même au niveau local de faire que le contrôle se fasse, pas seulement le contrôle de la population qui va demander des comptes, mais aussi justement une cour des comptes qui devrait contrôler tout ça par derrière. Donc, faire confiance à la proximité, c'est la démocratie. Voilà, quelles sont vos sources, vos modèles en fait? Où est-ce que vous vous situez sur, je reviens plutôt à l'écrivain, sur l'échiquier politique? Alors, sur l'échiquier politique, moi je dirais que je me sens proche d'aucun parti et pour le moment, pour cette simple raison que je ne crois pas que les partis politiques qui ont mis à feu et à sang les populations, parce qu'on est de nouveau d'ailleurs en pleine guerre, le présidentialisme est à partir de 1992 avec le multipartisme, ce qu'on a connu au Congo, c'est que c'est justement la démocratie qui a causé le plus de dégâts, le plus de guerres au Congo, et que les partis tels qu'ils existent sont plutôt des partis qui ont une tendance à rechercher le pouvoir pour le pouvoir, et que de ce fait, même s'ils se disent
social-démocrates et qui se disent républicains, libéraux, etc. Je n'ai pas écologiste, etc., puisqu'on en trouve. Je n'ai pas l'impression que justement leur histoire, leur vécu traduisent justement le respect de ces valeurs et que semble justement véhiculer la social-démocratie, le libéralisme, etc. Donc vraiment, les partis politiques prolifèrent au Congo, plus d'une vingtaine, donc je cite dans mon livre, entre autres, mais j'ai du mal à penser que précisément, tant qu'il n'y aura pas des partis à caractère national, qu'on puisse s'en sortir. Mais politiquement, moi je dirais plutôt, s'il faut vraiment me situer, je dirais que je suis plus un libertaire, si vous voulez, méfiant à l'égard justement des partis politiques, de toute organisation voulant se substituer aux populations. Donc je serais plus tenté par l'autogestion, et d'où justement mon intérêt pour la démocratie locale et la démocratie participative. Et donc tous les vocables social-démocrate, libéral, etc. Bon, je ne me reconnais pas là-dedans. Moi, je pense que le problème, c'est comment avoir une gouvernance qui soit saine. Et une gouvernance qui soit saine, c'est quand on gère soi-même ses propres finances, et en l'occurrence, quand le peuple peut gérer ses impôts, etc. Je crois que la richesse viendra plus, je l'ai dit tantôt, du travail, et que cette richesse venant du travail permette aux citoyens de payer des impôts et de les gérer. Voilà, je crois que tout le reste renvoie à quelque chose qui ne présente pas de grand intérêt. Donc voilà pourquoi je suis un petit peu allergique. Donc pour conclure, vous êtes un philosophe pragmatique et qui a une confiance quand même très forte en la conscience de ses concitoyens. Alors, disons que, et j'ai compris une chose en tout cas, c'est qu'on ne peut pas faire le bonheur des populations sans leur participation. Et si on ne peut pas faire le bonheur des citoyens sans sa participation, je crois qu'à ce niveau-là, on est obligé de tabler sur la conscience. Et de sorte que, justement, la conscience permette de libérer la force de travail, et quand la conscience, justement, s'empare des masses, elle devient une force matérielle. Mais sinon, c'est de la démagogie, effectivement, sinon on est dans la démagogie. Si on ne peut pas faire participer ceux-là même qui sont concernés. Et moi, je pense que, justement, les populations sont le meilleur juge de la politique, plutôt que les élites, parce que, justement, elles vivent cette politique, et elles la subissent. Et ceux qui subissent la politique sont à même de mieux la juger que ceux qui l'administrent et qui, justement, sont au sommet. Donc, si je comprends bien, les élections, le référendum qui vient d'avoir lieu, les élections de 2016, ça ne servirait pas à grand-chose. Comme vous dites, ils ont voté et après ? Ils ont voté et après, justement, là, on retombe vraiment dans la caricature de la démocratie, ce que j'appelle par ailleurs le démocratisme. C'est-à-dire que cette idée, voilà, une fois qu'on a voté, la démocratie est là, quoi. C'est les Américains qui débarquent en Afghanistan, avant de partir, ils mettent en place des élections, un gouvernement, etc. Ils sont partis, voilà, la démocratie y est, quoi. Voilà à quoi on réduit vraiment la démocratie. Moi, je crois que c'est vraiment la caricature, mais seulement ça marche, quoi. Ça marche au niveau idéologique. On a dit, ça y est, là, on est démocrate, là. Nous sommes dans une démocratie, il y a eu des élections, etc. Et après, bien sûr, on ne s'en occupe pas. Alors que c'est après que la démocratie est justement a lieu. C'est-à-dire dans la gestion des problèmes au quotidien, dans la gestion des problèmes sociaux, des problèmes économiques, etc. C'est là que la démocratie se joue. Et non pas dans les élections. Mais on est pris dans une idéologie mondiale où précisément, tant qu'il y a des élections, il y a la démocratie.
hein, et chez nous, ça occulte après tous les vrais problèmes qu'il y a ailleurs, hein, qui doivent être gérés, qui doivent être pris en charge par la démocratie. On peut se demander également, est-ce que la conscience et le consumérisme font bon ménage? Alors, moi je crois que le consumérisme, le risque n'est pas trop grand au Congo, parce que vu le niveau de vie des gens, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce risque, hein, la publicité elle est partout, hein, le monde est devenu un village planétaire, où précisément on sacrifie facilement les idéaux sur l'autel de la consommation. Hein, et là aussi, il va falloir faire attention, effectivement. Hein, le dévoiement de la démocratie, c'est aussi ça. C'est-à-dire, tant qu'on est dans la consommation, on n'est pas en train de se poser les vraies questions. La question, justement, de gestion du pouvoir, de partage du pouvoir, de démocratie locale, de démocratie participative, etc. Bon, et juste pour conclure, vous aviez écrit il y a une dizaine d'années un livre intitulé « Démocratisme et misère politique en Afrique, le cas du Congo-Brazzaville ». Il y a une évolution. Alors, et justement, il y a une aggravation des choses. Hein, c'est plus que l'actualité. Hein, démocratisme, justement, c'est l'idée qu'on a réduit la démocratie aux droits politiques, hein, et on a occulté les droits sociaux. Hein, c'est l'idée que la démocratie, ce qu'on est en train de vivre encore, c'est l'idée que la démocratie, c'est l'élection présidentielle, la démocratie, c'est l'alternance politique, hein, la démocratie, c'est la liberté d'expression. Voilà, ce sont des droits légitimes, certes, mais justement, il ne fallait pas que ça soit comme l'arbre qui cache la forêt. Il ne fallait pas que ces droits politiques servent justement à cacher le travail qu'on a à faire, hein, sur les droits sociaux, qui me semble être la vraie démocratie, la démocratie vécue, et non pas la démocratie qui semblerait dans l'idéologie. Eh bien, on vous remercie, Monsieur Zika. Merci.